Très bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre émission L'heure politique sur votre chaîne, bien sûr, Netic News TV. Je sais que vous êtes branchés, scotchés. C'est une belle occasion pour vous de nous aider, mais aussi de nous soutenir. N'arrêtez toujours pas de liker, de partager, mais aussi de nous donner la force. Aujourd'hui, nous avions le réel plaisir de recevoir pour vous un expert, un professionnel. Lui, c'est M. Ami Bassendo. Il est professionnel expert humanitaire. Il a la certification Bioforce. Avec lui, nous allons parler de la question des migrants, mais aussi de la question des 6,400 millions de déplacés internes, donc de nos compatriotes qui sont déplacés dans la partie orientale de notre pays, soit la partie est. Bonjour, monsieur. Les RH et les finances pour qu'ils essaient de respecter les procédures des bailleurs. Voilà en gros ce que je peux dire de mon travail de coordinateur humanitaire. Quelque part, j'ai vu qu'on vous présentait comme expert humanitaire certifié Bioforce et expert en gestion. Ça veut dire quoi, Bioforce? Ouais, bon, Bioforce, c'est une institution internationale aussi qui forme les cadres humanitaires. Oui. Bioforce, c'est une institution qui est basée en France, à Lyon, à Vénissieux, mais aussi à Dakar, au Sénégal. Donc, ils forment les cadres humanitaires, notamment les coordinateurs de programmes humanitaires, les logisticiens, les financiers, mais aussi les RH. Ils forment ces cadres-là pour qu'ils puissent travailler dans des cadres des ONG internationales humanitaires à travers le monde. Voilà, moi j'ai eu la chance d'étudier à Bioforce, donc je suis certifié, c'est-à-dire que je suis diplômé. Donc j'ai fini en Bioforce et j'ai un diplôme de master en coordination des programmes humanitaires. Donc je ne suis pas un coordinateur ramassé, mais je suis certifié, diplômé. Très donc j'ai une spécialisation, si je peux le dire ainsi, permettez-moi, en coordination des programmes humanitaires. C'est-à-dire j'essaie de coordonner plusieurs projets à la fois. Comme vous avez vu, multisectoriel, c'est-à-dire plusieurs projets à la fois. Je coordonne pour amener les équipes, les projets vers les résultats qui sont escomptés. Très bien. Vous êtes spécialisé, certifié, professionnel, mais à quoi travaillez-vous en RDC? Bon, actuellement, moi, je suis expatrié, donc je travaille en dehors de la RDC, mais je suis revenu en RDC parce que ma mission est finie, là où je travaillais en Afrique. Je suis en vacances en RDC, mais là, je viens de mettre sur pied aussi une ONG. Une ONG qui va fonctionner ici au Congo dans le cadre de renforcer les capacités des ONG locales. Parce que j'ai deviné en fait certains gaps au niveau local. Les ONG locales ont des difficultés évidemment de coordonner les projets, de mobiliser les fonds. Ils ont des difficultés aussi de rendre un peu crédible leur management. Voilà, je vais essayer de renforcer leurs capacités. Plusieurs déjà mes contacts au niveau local, au Nord Kivu, au Sud Kivu. Partout en RDC, j'ai fait beaucoup de consistance aussi pour essayer d'appuyer nos ONG locales pour qu'ils aient au moins de la crédibilité auprès des bailleurs. Pour que les bailleurs soient à mesure de les accepter, il faut qu'ils soient à un niveau, à un level qui est acceptable au niveau international. Voilà ce que je fais actuellement au niveau des Congo pendant que je suis en vacances avant de rentrer en mission. Ah donc, présentement au Congo, vous mettez votre expertise, n'est-ce pas, bien au service de toutes les ONG, effectivement, de vos compatriotes, vos concitoyens. Effectivement. Et comment vous atteindre? Non, pour m'atteindre, c'est juste m'appeler, me contacter via mon numéro de téléphone. Mais aussi, il y a notre site de l'ONG, l'ONG Résilience and Relief Africa, donc Harmonie, Résilience and Relief Africa, HRRA. Si vous entrez dans ce site-là, vous allez trouver, parce que je suis leur consultant, vous allez trouver mes numéros de contact, l'adresse email et plusieurs de mes contacts déjà. J'essaie de les renforcer parce que les renforcements des capacités, ce n'est pas seulement la formation. Plusieurs ont cette confusion-là. Mais les renforcements des capacités, ça dénote la formation, l'accompagnement, mais aussi les outils. Il faut donner les outils. Et vous mettez à la disposition les outils nécessaires. Je mets les outils, je donne des formations, je les accompagne aussi. Par exemple, comment mobiliser les ressources financières auprès des bailleurs au niveau étranger, comment
perfectionner la gouvernance de votre ONG, parce qu'il faut avoir une bonne gouvernance. Et si l'ONG n'est pas bien gouvernée aussi, les bailleurs ne feront pas confiance. Mais parce que les ONG, ça pullule partout en République du Congo. C'est chaque politique qui a son ONG. On les crée en contre-temps, ça va de partout. Est-ce qu'il y a des critères pour que vous puissiez accepter d'accompagner une ONG? Ou vous prenez tout? Oui, effectivement, en tant que professionnel, je ne prends pas tout le monde. Tout le monde peut se dire une ONG, mais alors qu'il ne l'est pas. Donc, d'abord, il faut que ça soit une ONG qui est légalisée. Très bien. Qui a vraiment une identité notoire, qui est reconnue par l'État congolais, mais aussi une ONG qui a une gouvernance. Il faut savoir cette ONG fait quoi, où, quand et comment. Et il faut qu'ils aient en fait une structure, je vais dire, une structure bien en place, vérifier aussi un peu la gouvernance. Qui fait quoi, où, quand et comment, et cela me permettra de connaître aussi que cette ONG est crédible. Mais aussi, la plus grande question demeure la vision, parce qu'une ONG, il faut d'abord avoir une vision. Très bien. Outre la vision, il faut avoir aussi la mission. Quelle est la mission de cette ONG? Et à part la mission ou la vision, il faut aussi avoir les valeurs. Moi, je travaille sur les valeurs. Si une ONG n'a pas des valeurs qui sont notoires, je ne peux pas travailler avec elle parce que je ne connais pas qu'est-ce qu'elle fait justement. Ce sont des questions comme ça. Très bien, donc il y a quand même de la gigote avant de réceptionner une ONG. Alors, quel regard portez-vous, monsieur le professionnel humanitaire, sur la crise humanitaire en RDC, notamment dans la partie orientale de notre pays? Oui, ça c'est une question qui taraude tout le monde, surtout nous Congolais. La crise humanitaire en RDC, elle est vraiment immense. Je pense que si vous lisez avec moi les rapports actuels de janvier 2026 de UN OCHA, vous allez voir que la RDC actuellement a 6,4 millions de déplacés internes. 6,4 millions de déplacés internes. C'est lourd. Termes, nos compatriotes qui ont fui leur lieu d'habitation. Ils sont à 6 400 000. 6,4 millions de déplacés internes. 6,4, non, 6 milliards. 6,4 millions. Non, on doit bien parler. Vous dites 6,4 millions de déplacés internes. Nos compatriotes qui ont quitté leur lieu d'habitation. Vous imaginez, très bien. Monsieur Gauthier, c'est lourd, c'est une statistique. Extrêmement lourd. C'est une statistique lourde, affreuse. Apparemment pas les records même dans tous les pays d'Afrique. Effectivement, donc les statistiques sont affreuses. Donc les enfants, vous avez les femmes, vous avez les personnes âgées, vous avez des personnes vivant avec les handicaps, vous avez des familles qui sont déchirées. Et parmi les chiffres que je vous donne, monsieur Gauthier, 78% de ces chiffres-là sont liés aux conflits armés. Donc, vous savez que notre pays a une immense prolifération des groupes armés. Exactement. Il y a des groupes armés avec un 23 qui est à la tête aujourd'hui, qui secoue la partie orientale du pays. La crise est immense, la crise humanitaire est immense. Donc, ça doit nous interpeller tous. Ça doit vraiment nous interpeller. Concernant la crise humanitaire en RDC, moi je vous dirais, elle est immense. C'est une crise qu'il ne faut pas minimiser parce qu'il y a beaucoup de problèmes humanitaires. Il y a des viols massifs. Il y a la faim. Il y a le problème de la santé. Il y a les problèmes de l'eau, le problème de l'hygiène. Il y a beaucoup de problèmes humanitaires dans la partie orientale. Donc la crise humanitaire en RDC, moi je demanderai par contre aux autorités du pays, aux humanitaires, de ne pas fermer l'œil, de regarder cette problématique humanitaire à la partie orientale. Franchement, c'est vraiment à ne pas négliger. 6,4 millions de déplacés. Des déplacés internes. Aujourd'hui, vous, en tant qu'expert, la manière dont la prise en charge s'est faite, vous pensez que les normes sont respectées? Bon, je dirais à cette question, en tant qu'humanitaire, en réalité, on a vu, moi j'ai même publié sur les réseaux LinkedIn pour faire un plaidoyer concernant nos compatriotes d'Ouvira, de la plaine Larouzizi. Lorsque Kamagnoul était tombé, Sang était tombé, Ouvira était tombé, mais des familles étaient en détresse. Il y a eu des déplacements. Les uns étaient partis vers Kalemi, les autres vers les cas de réfugiés de Burundi.
où il y avait des cris d'alarme. Monsieur Gauthier, la situation humanitaire était désastreuse, je veux dire. Il y avait des décès chaque jour. Les gens mouraient, il y avait la faim. La situation n'était pas vraiment... la réponse n'était pas adaptée. Je pense qu'il y avait des cris d'alarme. D'ailleurs, j'avais aussi interpellé un des députés nationaux, Missaré, je l'avais appelé au téléphone. On en avait discuté, je lui avais dit, mais écoute, vous êtes un des speakers, vous êtes un des parlementaires d'Ouvira, que j'aime et je respecte beaucoup. Il ne faut pas fermer les yeux pour ce qui se passe. Parce qu'au cas des réfugiés de Burundi, les réfugiés, les conditions ne sont pas requises. Les conditions humanitaires étaient désastreuses. Les ONG qui opéraient sur place étaient submergées, noyés dans la capacité d'apporter des réponses humanitaires à la hauteur de la crise humanitaire qui était en place. Mais Dieu merci, je viens de voir qu'il y a quand même les mouvements, ils commencent à regagner Ouvira, mais c'est là où j'ai une question. Il faut interpeller, bien sûr, la ministre des Affaires humanitaires en RDC et sociales, les réfugiés qui vont regagner Ouvira. Mais qu'est-ce que le gouvernement va préparer aussi en place? Parce que les gens qui sortent d'une crise humanitaire, ils viennent d'une situation d'urgence au Burundi, ils vont rentrer à Ouvira. Est-ce que le gouvernement, de son côté, à part les humanitaires, est-ce qu'ils ont planifié les projets de rétablissement? Parce qu'après une urgence, il faut mettre en place des projets de rétablissement pour permettre à la population vulnérables de récupérer ou bien de devenir résilients face à la crise humanitaire. Qu'est-ce que vous attendez par les projets de rétablissement? C'est-à-dire les logements qui ont été saccagés, construits pour aider les logements, mais aussi une caution pour une prise en charge à court terme? Effectivement, vous avez touché quelques points importants. Et effectivement, les projets de rétablissement, ce sont des projets qui permettent en fait les vulnérables ou bien les bénéficiaires de se remettre en place. Parce qu'ils étaient effondrés par une crise humanitaire. Il y avait une urgence, ils ont tout perdu. L'argent, la nourriture, des fois des maisons, mais ils regagnent Ouvira. Ils reviennent à Ouvira, mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils auront comme à manger? Qu'est-ce qu'ils auront comme les frais pour scolariser les enfants? Il faut mettre en place des projets de résilience, des projets de bien-être pour les renforcer parce qu'ils sont dans un état où ils sortent dans une crise humanitaire. Comment ils vont se faire soigner, par exemple? Il faut mettre en place des projets, par exemple, des filets sociaux, des activités génératrices de revenus capables de permettre aux ménages, aux familles vulnérables de se remettre en place. Voilà en peu de mots ce que je peux expliquer par un projet de rétablissement qu'on met en place après un projet d'urgence. Et vous pensez que le ministère a ses moyens pour répondre à cela ou vous, les humanitaires, vous devez aussi faire les plaidoyers auprès des grandes organisations afin de venir en aide nos frères qui vont regagner leur milieu d'habitation? Moi, je pense que le ministère ne peut pas marquer catégoriquement les moyens. Peut-être que l'on n'a pas beaucoup, mais j'estime qu'ils ont des lignes budgétaires aussi allouées à de tels projets ou activités. Mais bien sûr qu'ils ne peuvent pas avoir tous les moyens. Ils peuvent aussi faire recours aux humanitaires. Parce que les humanitaires, vous êtes, bien sûr. Que je suis, bien sûr. Et aux organisations internationales humanitaires, aux agences des Nations Unies, aux bailleurs de fonds qui sont au niveau internationaux, pourquoi pas. Il faut aller toquer, montrer les projets qui sont crédibles. Je pense que si ils arrivent à persuader les bailleurs viendront pour mettre en place des projets pour apporter les réponses. Très bien, espérons que la ministre, c'est une dame, je pense. C'est Madame Bazaïba, je pense. Espérons que la ministre des Affaires humanitaires est en train de nous suivre et prendra en compte vos orientations. Et pourquoi pas vous consulter aussi pour bénéficier de votre expertise afin de venir en aide à nos frères et sœurs qui sont en détresse. Mais malgré ces poids humanitaires que vous venez de soulever, 6,400 millions de déplacés, la RDC se pose encore comme terre d'accueil des migrants refoulés des États-Unis. De quoi procède selon vous cette décision? C'est une question épineuse. C'est une question de l'air qui secoue un peu tout le monde. Tout le monde est curieux. En tout cas, avant de donner ma réponse en tant qu'expert en la matière, je vais d'abord donner cette phrase que j'aime. En tout cas, ce qu'il faut savoir, ceux qui nous suivent de partout, en RDC, en Afrique, au monde, en Europe, partout, humanitaire ou pas humanitaire, ce que je vais vous parler est que
la migration n'est pas un crime. C'est ce qu'il faut noter. Un migrant n'est pas un criminel. C'est ce qu'il faut d'abord noter. Mais la migration, c'est juste une conséquence de l'injustice sociale mondiale. Très bien. Parce qu'un migrant, c'est qui? Un migrant, en fait, c'est toute personne qui se déplace volontairement ou involontairement. Il peut se déplacer à l'intérieur de son pays ou à l'extérieur de son pays pour aller chercher une meilleure vie qu'il n'a pas trouvée dans son pays. Donc les migrants aujourd'hui, ils sont, on parle des Afghans, ils ont refusé de venir en RDC parce que là, ça pousse aussi une question de, je dirais peut-être, quelle impression le monde a de notre pays. Parce que si le migrant trouvait que la RDC c'était une terre vivable, parasitiaque. Les conditions étaient mais il allait sauter à la première occasion. Très bien. Le fait de rejumber, le fait de résister à ne pas venir au Congo, on doit se poser des questions. L'écho n'est pas bon de ce côté-là. Est-ce voilà, quelle presse notre pays a au niveau international? Pourquoi ces gens n'ont pas accepté de prime abord de venir sur notre sol? Un refus catégorique. Un refus catégorique. Ça m'a alerté quand j'ai appris ça. Mais sur cette question des migrants, il y a à boire et à manger aussi. Donc, il faut se poser des questions. Est-ce que le gouvernement a bien fait d'accepter que les migrants viennent en RDC? Sur ce point, je ne jugerai pas le gouvernement congolais, mais je vais soulever quand même quelques observations. Parce que la grandeur d'un pays, c'est aussi la capacité d'accueillir les autres personnes et de bien les protéger, les sécuriser. Très bien. C'est aussi une grandeur. Mais ma question demeure au niveau un peu déontologique et aussi de l'éthique. Est-ce que l'accord que le gouvernement a signé avec les Américains, est-ce qu'il y a eu le respect de la souveraineté? Très bien. La question de la souveraineté demeure aussi primordiale. Parce que tout accord doit respecter aussi la souveraineté de chaque pays. C'est que le pays doit être à mesure de prendre seul la décision. Il ne faut pas que ce soit une décision qui a été imposée, par exemple. Le respect de la souveraineté, mais aussi la capacité de la RDC de pouvoir accueillir. Quelle garantie? La question ne reste pas seulement celle d'accueillir les migrants, mais est-ce qu'il y a une garantie de la protection au niveau local, au niveau de la RDC? Quelle dignité réservée aux migrants qui vont venir au Congo? Quelle protection? Quelle garantie de la protection? Et quelle garantie au niveau de la protection sociale? Est-ce que ces gens, parce que les migrants, il faut savoir qu'il y a quand même des principes qu'il faut respecter. Notamment, quand un migrant veut venir dans un pays, il faut lui donner des informations qui sont claires. Des informations sur le fonctionnement du pays. Fonctionnement du pays, comment ils seront. Il faut aussi les consentements éclairés des migrants. Surtout la sécurité, les sociales. C'est ça aussi. Conditions d'accueil adaptées, est-ce que c'est adapté? Les conditions d'accueil sont adaptées. J'ai suivi un des migrants qui sont venus parmi les 15 premiers, qui n'étaient pas des Afghans, parce que les lots de migrants qui sont arrivés, c'était qui sont de l'Amérique latine. L'Amérique latine, qui n'est pas composée de 3 pays, comme quelqu'un avait dit. Non, l'Amérique latine a plus de 20 pays. Exactement. Donc, ce n'est pas 3 pays. Mais ceux qui sont venus, la première occasion, parmi les 15, il y a les uns sont des Colombiens, les autres sont de Pérou et les autres aussi, si vous voulez. Donc, c'était 3 pays qui sont venus. Très bien. Donc, vous avez la Colombie, le Pérou et l'Équateur. Donc, 3 pays de l'Amérique latine. Ces 3 pays-là qui nous ont envoyé les 15 migrants les 15. qui vivaient aux États-Unis d'Amérique. Aux États-Unis. Ce ne sont pas les pays qui ont envoyé, mais ce sont les États-Unis qui ont envoyé. Parce que là, je voudrais ouvrir aussi un guillemet et que, voilà, je vais partir un peu de fait. Qu'est-ce qui s'était passé? Parce que les États-Unis ont eu un deal avec les Afghans. Vous savez, après l'attaque du 11 septembre... Les Afghans vont en arriver. Parlons d'abord de ces 15 migrants. On a 6,400 millions de déplacés. Nous avons nous-mêmes une crise énorme humanitaire. Mais est-ce que nous avions cette capacité d'accueil? Au regard des critères que vous venez d'énumérer, j'ai l'impression qu'on n'a aucun critère n'est respecté. Oui, bon, s'il faut le dire honnêtement, moi, si j'étais à la place, le fait d'accueillir les migrants, c'est pas ça un péché.
Parce que les migrants, ils ont aussi les droits. Ils ont aussi les droits. Le fait d'être migrant n'exclut pas à la personne les droits. Il a les droits humains comme vous, le DG, comme moi. Tout migrant a aussi ses droits. Le fait d'accueillir les migrants, ce n'est pas un péché. Mais le problème se pose au niveau de notre capacité d'accueil. Très bien. Comment voulez-vous que nous sommes déjà submergés par des problèmes? RDC, aujourd'hui, nous avons 4,6 millions de déplacés internes. Déjà, à notre niveau, nous sommes asphyxiés par des problèmes. Nous avons des défis majeurs encore à relever, les défis sécuritaires. Nous avons plus de 200 groupes armés en RDC qui opèrent. Ce n'est pas moi, ce sont des rapports qui les citent. Si vous entrez Kivu Security, les rapports des Nations Unies, vous allez voir tout ça. Groupe des experts au Congo, vous allez voir tout ce que je dis. Il y a prolifération des groupes armés, nous avons des défis majeurs. Moi, si j'étais un conseiller de membre du gouvernement, je pouvais par contre dire, parce que les problèmes que j'observe au niveau de notre pays, c'est au niveau de la capacité de la négociation. On dirait qu'il se pose un petit souci au niveau de la négociation. En d'autres termes, vous voulez dire qu'on négocie à genoux? C'est l'impression que j'ai. Je ne confirme pas, mais c'est l'impression que j'ai. Je ne confirme pas qu'ils soient à genoux, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses que nous acceptons des fois sans évaluer en amont et en aval. Très bien. Parce que les États-Unis, monsieur Gauthier, monsieur le DG, il faut savoir que les grandes puissances, avant de prendre une décision, ils ont des critères. Premièrement, toute décision se focalise sur des critères politiques. Très bien. Ils regardent politiquement, qu'est-ce que cela va nous rapporter. Le monde d'intérêt, en fait, entre États. Voilà ce que les économistes parlent des coûts-bénéfices. Qu'est-ce que je donne et qu'est-ce que je gagne? Il faut évaluer en amont et en aval. Très bien. Les grandes puissances regardent la décision qu'ils vont prendre, la situation sécuritaire de leur pays. Qu'est-ce que ceci va nous émerger comme problème sécuritaire? Ils regardent aussi l'aspect humanitaire. Donc, ils ne prennent pas la décision vite comme ça. Moi, je pense que accepter que les migrants viennent, c'était une bonne idée, parce que moi, je soutiens les partenariats. Mais il faut que les partenariats soient équilibrés. Très bien. Les partenariats avec des grandes puissances comme les États-Unis, moi, j'applaudis le gouvernement, c'est bien fait. Mais monsieur l'expert, vous entendre parler, c'est comme si vous tournez autour de la peau. J'ai l'impression que la RDC n'a rien gagné dans ça. Et vous estimez que la négociation n'était pas à la hauteur des intérêts entre États? Bon, dire qu'ils n'ont rien gagné, c'est encore prématuré. Je suis encore au parti préambulaire. Dire qu'on n'a rien gagné, c'est prématuré. Il faut laisser le temps au temps, mais nous sommes, pour moi, c'est le moment d'alerter les gouvernements, de réveiller les gouvernements, d'attirer leur attention, d'essayer de voir. Le fait d'accueillir les migrants, c'est une bonne chose. Avoir des partenariats des partenariats stratégiques avec les États-Unis, j'applaudis, c'est magnifique. Mais cela ne suffit pas. Il faut savoir bien négocier. Si moi j'étais membre du gouvernement, monsieur le DG, si j'étais membre du gouvernement, j'allais dire, nous acceptons les projets, c'est bien, mais nous sommes en difficulté. Au regard de tout ce que vous venez de soulever comme sécurité sécuritaire, socio-économique, tout ça, ne sont pas mesures d'accueillir des migrants parce que nous-mêmes nous sommes d'abord immergés par la crise humanitaire. Effectivement. J'allais faire un refus mais poli. Un refus poli. Un refus mais providentiel. Avec sagacité, je veux dire, nous acceptons le projet que vous nous amenez, il est magnifique, parce que les migrants ne sont pas des criminels. Il ne faut pas que les gens trouvent que les migrants sont des criminels. Non. Un migrant a aussi des droits comme vous et moi. Très bien. Un migrant a aussi des droits comme vous et moi, mais dites-nous un peu, quand les migrants arrivent dans un pays de transit, la durée est-elle déterminée? Et la prise en charge, c'est les gouvernements du pays de transit ou c'est les pays qui les envoient qui prennent en charge? Comment ça se passe? Là, il y a encore un problème. Parce qu'au moment où les États-Unis acceptaient les migrants, la charge, c'était aux États-Unis. Très bien. Mais les États-Unis, moi, je trouve qu'ils sont très intelligents, sages. Et même si moi, j'étais aussi américain, je pouvais faire pareil. Parce que les États-Unis ont vu qu'ils sont surchargés, submergés. Laissez-moi d'abord revenir un peu au fait. Je reste sur votre question, je ne l'échappe pas. Qu'est-ce qui s'était passé? Le problème était qu'après l'attente du 11 septembre,
les États-Unis devaient aller vers l'Afghanistan pour asphyxier les talibans. Très bien. C'est ce qu'on appelle en géopolitique ou géostratégie. C'est une stratégie où on attaque l'ennemi. Très bien. Où on attaque l'ennemi, on part sur son sol, on prend le contrôle de son sol, on reste là sur son sol pour bien contrôler. Les États-Unis étaient partis au niveau de l'Afghanistan, ils ont asphyxié les talibans. Et il y a eu quelques Afghans qui avaient accepté de travailler avec les États-Unis. Très bien. Et ils étaient du coup devenus alliés des États-Unis. Ils ont travaillé ensemble avec eux. Jusqu'à 2021, les talibans sont revenus. Ils ont repris les pouvoirs. Ils ont repris les pouvoirs. Maintenant, tous les gens qui avaient travaillé avec les États-Unis étaient considérés comme les traîtres. Ils se sont exilés. Ils se sont exilés. Maintenant, les États-Unis s'étaient dit, non, quand vous nous avez servi, durant presque 20 ans, on va vous laisser comme ça, on va vous faire venir chez nous. C'était déjà une promesse. Mais ce n'est pas ce qui s'était passé. Parce que les uns étaient partis au niveau de Qatar, les autres en Albanie. Ils s'étaient dispersés. Et maintenant, ils ont rappelé aux États-Unis, mais vous nous avez promis de venir s'émigrer chez vous. Mais les États-Unis ont vu que le problème est devenu un peu lourd, surcharge, parce que si vous regardez le rapport des Nations Unies de l'OIM 2024, par exemple, vous allez trouver que le pays qui accueille beaucoup de migrants sont les États-Unis. Très bien. Il y a pléthore de migrants. Ils se sont dit, non, mais nous avons notre partenaire, la RDC. Est-ce qu'on ne peut pas externaliser cette responsabilité? Ils ont pris cette responsabilité. C'est ce qu'on appelle externalisation. Ils ont dit, RDC, accueillez nos migrants. Ils vont venir chez vous, s'installer là-bas. C'est là où il y a eu problème. S'installer pour une courte durée ou définitivement? J'ai suivi qu'il parle de courte durée. Momentanément, c'est que Mme Judith, la Première ministre, avait également dit. Notamment les porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya aussi. Et effectivement, il a dit que c'est momentanément. Nous faisons foi. Nous faisons foi. Mais vous, en tant qu'expert, comment vous lisez? Vous pensez que c'est réellement ça ou on est en train de duper la population? Bon, je ne parlerai pas de la duperie, mais je parlerai plutôt un peu de... Je reste dubitatif. Très bien. Pourquoi je tire comme leçon de 1994? Mais souvenez-vous, ce n'est pas la première fois qu'un tel incident nous arrive. Bon, 1994, ce n'était pas les migrants, mais c'était des réfugiés. Des réfugiés Hutus. Qui nous sèment aujourd'hui. C'est presque la même leçon. À l'est du pays. Voyez-vous, monsieur le DG, les Hutus étaient venus, c'est la même communauté internationale qui nous avait demandé d'ouvrir les portails. Ils sont entrés, mais où sommes-nous aujourd'hui? Peut-être qu'à l'époque, on disait aussi, ils sont là pour un moment, on va les envoyer ailleurs, mais ils sont encore là aujourd'hui. Et la présence des FDLR est devenue un tendon d'Achille pour nous. C'est devenu un argumentaire pour le Rwanda. Donc, si notre gouvernement était prudent, je pense qu'il pouvait capitaliser des leçons antérieures et en amont mettre des choses sur la table, des choses que ce soit clair. Ils viennent chez nous, par exemple, mais c'est pour quelle période? Parce qu'un projet, c'est dans les temps. Il ne faut pas faire un projet, bon... La Première ministre, elle a dit c'est temporaire. Donc, temporaire, mais... Temporaire, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 20 ans. Même 50 ans, c'est temporel. Très bien. Donc, il faut définir les choses lorsqu'on élabore un projet, mais les timings, c'est parmi les conditionnalités. Votre projet commence quand et finit quand? Sans les timings, mais c'est un flou. C'est de la fumigation, en fait. Donc, s'il n'y a pas de timing, on est perdu. On est perdu là. Il faut nous dire, voilà, il faut que les accords, si les accords sont signés, mais dites-nous, ils arrivent. Oui, nous les accueillons. Parce ils ont des droits. Ils doivent venir chez nous, mais ils seront pour combien de temps? Mais au moment où le timing, un calendrier n'est pas défini, nous restons dubitatifs. Voilà un peu les porte-parole du gouvernement dit que les cas, on ne peut pas définir les timings pour tout le monde parce que tout le monde n'a pas le même problème. Les cas seront traités, les traitements se feront cas par cas. Certains feront 2 semaines, 3 semaines, ça dépendra du traitement du dossier. Bon, c'est son opinion, que je respecte son opinion, mais si c'était moi, je dirais plutôt que mais tous, ils ont les mêmes statuts. Très bien. Ils ont les mêmes statuts. On les voit comme les migrants. C'est-à-dire, c'est le même problème. C'est la migration. Il faut traiter les dossiers à base, en fait, de l'indicateur qui est là. Ce sont des migrants. Moi, je trouve que chercher à particulariser, c'est un peu prendre un tunnel échappatoire
Excusez-moi les termes. Mais il faudra que on traite les dossiers comme... Voilà, c'est un dossier migratoire. On les traite comme des migrants. Ils ont les droits, on les accueille bien sûr. Comme ils sont déjà là, on ne peut plus les chasser. Ils ont droit à la protection, à la dignité et à la sécurité, parce que nous, au niveau humanitaire, toutes les réponses que nous apportons doivent respecter la protection, c'est-à-dire les droits des vulnérables. Parce qu'un migrant, en fait, c'est un vulnérable. Un migrant a droit à la protection, à la sécurité, à la dignité de la personne. Comme ils sont déjà là, mais moi, si j'étais conseiller de la Première ministre ou du chef de l'État, je lui dirais, mais son Excellence, il faudra que ces gens nous définissent déjà les timings. Pour combien de temps ils seront sur notre sol? C'est les premiers lots qui est arrivé des 15, d'autres vont encore arriver. D'autres vont encore arriver. Les temps dépendra des lots qui arriveront. Voilà. Mais maintenant, en tant qu'expert, vous avez quand même sillonné beaucoup de pays. Je pense que vous avez déjà rencontré des cas pareils. La prise en charge, elle est faite par les pays d'accueil ou les pays qui transfèrent les migrants? Bon, en réalité, le pays qui accueille les migrants a la responsabilité aussi des migrants. Très bien. Ouais, ça c'est vraiment le pays. Bien sûr qu'aujourd'hui, il y a une organisation des Nations Unies qui s'en occupe exclusivement. Vous avez l'OIM, Organisation internationale des migrations. Je vous rappelle que l'OIM a dit que cette organisation n'est pas impliquée dans cette affaire, ni de près ni de loin. Ils observent comme tout observateur. Elle a ses raisons. Peut-être elle a vu que ce qui a été fait peut-être n'a pas respecté sa vision. Selon une certaine source, on aurait imposé à ces migrants de venir en RDC alors qu'ils ne sont toujours pas d'accord. Ah, si cela est vérifiable, je pense qu'il y a un problème procédural. Parce que les migrants, comme je vous ai dit, il y a vraiment des principes migratoires, il y a des valeurs à respecter, il y a des normes à suivre. Si c'est vrai que l'OIM a rejeté cette activité, c'est qu'il a trouvé que ce n'est pas dans sa vision, dans sa mission et ses valeurs. Dans ce cas-là, parce que nous, dans les ONG ou même les agences des Nations Unies, on travaille sur la vision de l'organisation. Très bien. Et la mission, la vision et les valeurs. Si l'organisation trouve que ce qu'on fait ou ce qu'on veut lui donner ne corrobore pas avec sa vision, sa mission, ses valeurs, il décline ou elle décline. Donc, si tel est le cas, c'est que l'OIM a trouvé qu'il y a des coquilles, il y a des micmacs, il y a des choses qui ne respectent pas, en tout cas, si tel est le cas. Voilà. Revenons, le pays d'accueil a aussi une responsabilité de prise en charge. Le pays d'accueil aussi a une responsabilité. Parce que la sécurité de ces gens-là, notamment, il faut que les conditions d'accueil soient adaptées. Mais la Première ministre, les porte-parole, ils nous ont dit que tout sera pris en charge par le gouvernement américain et que les trésors publics congolais ne déboursera aucun rond. Si tel est le cas, moi j'en suis content. Mais ma curiosité est que j'ai appris sur les réseaux sociaux que notre gouvernement aurait contacté l'OIM pour une certaine assistance. C'est à vérifier, je ne confirme pas. Mais si les Américains avaient déjà pris en charge ces migrants, pourquoi leur aller toquer chez l'OIM? C'est pour l'accompagnement technique. Point d'interrogation. C'est ma curiosité, monsieur Gauthier. Vous pensez que dans ce genre de questions, le gouvernement aurait dû associer des experts comme vous pour les aider à ne pas tomber dans les pièges? Effectivement. Effectivement, il y a aussi une question de technicité. Parce qu'en fait, la compétence, c'est quoi? Beaucoup de gens définissent très mal la compétence. La compétence, c'est l'ensemble de trois choses. Il y a le savoir-être, il y a le savoir-faire et les connaissances. Les connaissances, ce sont en fait les techniques que la personne a dans un domaine X. Donc, devant de telles situations, je pense que le ministère des Affaires humanitaires pouvait aussi plus aider le gouvernement. S'ils ont des experts humanitaires, pour essayer de faire des analyses approfondies, des évaluations, franchement dites, au regard de la solidarité internationale. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la solidarité internationale, c'est-à-dire que l'ensemble des actions que le monde, différents pays, les ONG, la société civile ou les États mettent en place pour assister les vulnérables, pour combattre l'injustice sociale, pour semer la paix.
d'une façon durable. Ça, la solidarité internationale. Donc, il faut à de telles questions. Je ne sais pas si le président de la République, il a des conseillers aussi, les experts dans les affaires humanitaires, ou la première ministre, par exemple, pour les contacter, les consulter, pour qu'ils puissent les apporter, en tout cas, des idées, des brèves d'idées qui vont les aider à ne pas tâtonner. Très bien. Des idées qui vont les aider à ne pas tâtonner. Et je rappelle que cette affaire d'accueil de migrants relève aussi de la question de la solidarité internationale. Ouais. Mais vous dites, si le ministère des Affaires sociales a des conseillers humanitaires, si la Première ministre... C'est comme si vous le dites au conditionnel, vous sentez qu'au regard des résultats sur terrain, vous avez l'impression que ça tâtonne un peu. Hein? Oui, bon. Les résultats ne sont pas encore sur le terrain, mais ce sont des observations. Je parle des observations. Les observations sur le terrain, moi je vous ai dit au début ici que au regard des problèmes majeurs que nous avons, le nombre de déplacés internes en RDC, c'est beaucoup. Le nombre de groupes armés, c'est beaucoup. La situation sécuritaire, c'est pas encore équilibré parce que nous sommes en guerre. Personne ne va s'obstiner à ce que je dis parce que nous sommes en pleine guerre. Tout le monde le sait. La situation sécuritaire n'est pas stable. Ça peut être l'une des raisons pour laquelle les Afghans ont rejeté... Je me dis, peut-être qu'ils se sont dit non, mais pourquoi? Parce qu'un migrant cherche là où il y a la paix, là où il y a une bonne vie. Il peut s'installer puis voilà, s'élancer. S'élancer parce qu'il peut être là durablement. Quelqu'un qui veut aller là où la vie est meilleure, vous l'envoyez là où il y a la guerre. Mais vous, Gauthier, je pense que vous n'allez pas accepter. Très bien, monsieur. Vous n'allez pas accepter. L'expert humanitaire Ami Bassendo. Mais on va quand même parler. Je rappelle que vous êtes aussi auteur de plusieurs ouvrages sur les conflits. Quel est votre regard sur ces faits, notamment les refus des migrants afghans de venir en RDC, mais aussi où est-ce qu'on peut trouver vos ouvrages? Bon, le refus exprès des Afghans de venir en RDC, c'est un message qui lasse pas seulement au monde, mais à nous Congolais. C'est-à-dire que nous avons une responsabilité de vouloir améliorer notre presse au niveau international. Si ces gens avaient trouvé qu'il y a du miel ici, il y a la paix ici, tout va bien ici, je pense que les uns pouvaient même venir à pied. Très bien. Ils diront même si l'avion traîne, on va partir à pied. Merci beaucoup, ils pourront même venir à pied. Alors, en tant qu'expert humanitaire, on va chuter parce qu'on nous a pris beaucoup de temps. S'il faut venir en aide à ces migrants, quelle méthodologie appliquerez-vous pour aider aussi les gouvernements à résoudre cette question? Bon, moi particulièrement pour assister notre gouvernement, c'est leur apporter plus de compétences, notamment le savoir-faire, le savoir-être, et puis la technicité. Comment se comporter, comment répondre par exemple à nos partenaires importants comme les États-Unis. Ils amènent un projet sur la table, mais comment répondre sans le blesser et puis les persuader. Et puis les persuader, parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses des fois que nous acceptons pour accepter. Même si nous savons que ça va pas aller convenablement, parce que nous sommes en difficulté. On fait des yeux doux aux puissances internationales, vous pensez? C'est une façon, une façon aussi. Donc, il faut que les partenariats soient équilibrés. C'est-à-dire que les intérêts des États-Unis en place, les intérêts de la RDC en place. Mais aussi, il faut que les accords soient vraiment équilibrés avec le respect de la souveraineté. Certains vous diront, mais les États-Unis, c'est la grande puissance et nous, on a besoin d'eux, on ne peut que s'incliner. Même les États-Unis disent que la RDC, c'est notre partenaire. Voilà. Dans les partenariats, il y a l'équilibre. Il y a le win-win. Donc, le principe de partenariat demande l'équilibre, le win-win. Merci beaucoup, monsieur Ami Bassendo, d'être passé. Pardon? Merci d'être passé sur l'ère politique, mais aussi sur Netic News Télévision. Merci beaucoup. Je pense que ce n'est pas une première. Merci beaucoup. C'est une première, mais ce n'est pas une dernière. Ce n'est pas une dernière, ça je Nos suis. portes restent grandement ouvertes. Merci. Et pour discuter des questions spécialisées comme cette question de migrants qui fait couler encre et salive. Merci. Et je pense que ceux qui nous ont suivis sont éclairés de certains points qui étaient restés flous. Merci. Il y a un mot ajouté? Un mot ajouté, merci beaucoup à vous aussi pour cet accueil chaleureux dans un cadre si, je trouve intéressant.
qu'au Congo, on ait des studios pareils et puis des journalistes professionnels comme vous. Merci. Mes ouvrages, le dernier ouvrage sort le mois de mai chez Harmattan. Harmattan, oui. On pourra les trouver en ligne. On va les trouver en ligne, mais aussi chez Amazon. Hein. Amazon. Je pense que mes éditions Harmattan va donner des sites où le livre sera vendu. Je ne manquerai pas de vous voir aussi, vous remettre un exemplaire et pour aussi voir comment faire la promotion de cet ouvrage-là. Merci beaucoup, messieurs Ami Bassendo, très chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Mais à vous les dirigeants, comprenez que nous avions des expertises. C'est vrai, il a plus évolué à l'extérieur du pays, mais là, il est au pays. Profitez de cette expertise pour régler certaines questions. Arrêtons avec les tâtonnements et arrêtons d'apprendre au sommet de l'État. Il est temps que nous prenions ceux qui se connaissent pour régler des questions. On n'a plus de temps à perdre. Plus on apprend au sommet de l'État, plus l'ennemi est en train de nous envahir et on n'a pas le temps de construire notre pays. L'expertise grise est là. Madame la ministre des Affaires humanitaires, Madame la Première ministre, Monsieur le Président, consultez des gens pareils. Ils pourront nous aider à régler certaines questions liées, n'est-ce pas, à la crise humanitaire. Alors, restez branchés, likez, partagez. C'est le seul moyen de nous aider, mais aussi de nous soutenir. Alors, rendez-vous avec un autre invité sur la même chaîne avec votre âme serviteur. Au revoir. Merci.